Salut les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui ça va être un live One Piece. Donc voilà, on va faire une petite react à une vidéo. Voilà, donc c'est Valco qui nous l'a envoyé. Je voulais que je réagisse un petit peu dessus. Je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que je connais pas du tout le contenu. Je connais pas du tout la personne. Et voilà, j'ai juste lu le titre. J'étais abasourdi. Et je me suis dit, bah écoute, peut-être que ça va être intéressant. Donc on va regarder ça ensemble. Et on va tout simplement réagir. Et à la fin, je ferai une petite analyse. Je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc je sais pas s'il y a des théories ou pas. Vous allez vite comprendre de quoi va parler la vidéo, mais je pense que je vais pouvoir donner mon avis pour justement orienter et donner des informations complémentaires par rapport à ce qui va être dit dans cette vidéo. Donc voilà, pour la team YouTube, même pour tout le monde les gars, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à envoyer de la force, n'hésitez pas à tout simplement contribuer au développement de la chaîne parce que ça nous aide énormément. Vous avez tout simplement le Twitter pour avoir les informations en direct, pour avoir les spoils. Alors les spoils c'est le mardi et le mercredi et jeudi c'est le chapitre. Voilà, mardi, mercredi prochain, soyez à l'affût. Et sinon, vous avez énormément d'autres informations qui concernent l'actu, etc., etc. Vous avez bien évidemment le Discord, voilà, si vous voulez rejoindre pour discuter avec la team, partager, voilà, des petits moments, des petits trucs et tout. Là, en ce moment, Valco, il est grave sur le Discord. N'hésitez pas, les gars, à rejoindre si jamais vous voulez discuter, partager tous des moments. C'est là-bas que ça se passe, tout simplement. Et vous avez aussi énormément de salons dédiés à One Piece, que ce soit l'encyclopédie des fruits du démon, que ce soit les mini-aventures en couleur en plus, que ce soit des salons théorie, ou même des salons où vous pouvez poster vos liens pour que j'analyse certaines théories et tout, donc n'hésitez pas. Et évidemment, vous avez tellement plein d'autres salons qui concernent le gaming et même toute autre chose, qu'hésitez pas à aller voir parce que voilà, c'est chargé en termes de contenu. Et je l'alimente encore tous les jours, enfin tous les jours. Chaque fois que je peux, je l'alimente. Donc ça, c'était pour le Discord. Et évidemment, vous avez la chaîne YouTube, la chaîne Twitch. Vous avez même tout simplement les souscriptions pour participer de manière financière. Comme je le dis à chaque fois, faites-le que si vous avez envie, que si vous le voulez. Et sinon, vous avez le petit like, le petit follow. Donc voilà, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Ça nous aide dans le référencement dans l'algorithme. Donc voilà, si vous voulez soutenir, vous savez exactement comment faire maintenant. Donc voilà, maintenant que ça s'est dit, maintenant que ça s'est fait, passons directement à ce petit live légendaire sur One Piece. Donc c'est parti les gars, on va tout simplement passer à la react. Voilà, on va essayer de voir un petit peu de quoi parle la vidéo. Le titre c'est « Et si Luffy avait rejoint l'équipage de Shanks ?» Donc voilà, quand j'ai vu le titre, je me suis dit mais pourquoi? Pourquoi faire, tu vois? Quelle raison derrière tout ça? Malgré ça, je me dis que admettons que Shanks l'aurait pris sous son aile, et ben en fait pour moi ça l'aurait ralenti dans le sens où ben, ça aurait fait comme Shanks dans l'équipage de Roger, tu vois. Shanks dans l'équipage de Roger, il a grandi, il a gagné en puissance, donc potentiellement que Luffy aurait appris beaucoup plus vite et tout, ou peut-être pas, parce que vu que là il s'est débrouillé tout seul pour évoluer, peut-être que c'est ce qui lui a permis d'évoluer aussi vite, aussi rapidement et de développer son côté génie du combat, tu vois. Peut-être que s'il aurait évolué avec Shanks, et ben il aurait été habitué au fait que voilà, il est un mentor et quelqu'un pour lui montrer comment faire, tu vois. Même si dans l'œuvre il y a quand même Rayleigh qui lui a montré et tout, etc., etc. Mais ça pour vous dire que peut-être que ça aurait été un résultat différent. Et pour moi, je pense que voilà, comme je le disais, ça va être comme Shanks dans l'équipage de Roger, je l'aurais vu évoluer au travers du bateau de Shanks jusqu'à ce que Shanks, d'une manière ou d'une autre, doit soit quitter son poste ou soit quelqu'un a pris sa place pour que Luffy puisse évoluer tout seul jusqu'à la fin du manga. Ça aurait pas été cohérent qu'il continue en mode voilà, Shanks c'est mon capitaine, c'est lui le roi des pirates et tout, tu vois. Là on a quelqu'un qui a un rêve, le rêve a un lien avec la découverte de Raftel et le titre de roi des pirates, donc forcément changer juste ce petit côté du scénario fait en sorte que ça change complètement ma vision des choses, mais aussi la vision des choses de Oda par rapport à Luffy, par rapport au manga, par rapport à la fin du manga. Donc voilà, c'est très très compliqué d'imaginer ça, et je préférais vous le dire juste avant de regarder la vidéo, comme ça vous avez les informations avant, et vu que je l'ai pas vu, bah, ça va être intéressant de voir son point de vue et de pouvoir comparer.
Donc voilà, on est parti les gars. Et on est parti pour 11 minutes de vidéo. Donc voilà, je mettrai des petites pauses pour réagir, etc., etc. Mais vous avez capté. C'est parti. Imaginez qu'à ce moment, Shanks ait accepté que Luffy rejoigne son équipage. Que se serait-il passé? À quel point notre pirate au chapeau de paille serait devenu puissant? Et que serait-il advenu des Mugiwara? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. C'est au tout premier chapitre de One Piece que Luffy, encore enfant, demande à Shanks de l'accompagner. Tout le monde est d'accord pour l'emmener, sauf que le capitaine refuse pour 2 raisons. Son âge et son inaptitude à nager. Mais à ce moment précis, que se serait-il passé si Leroux avait accepté? Et si, au lieu de devenir pirate par lui-même, Luffy avait vogué sur le navire de Shanks? On recommence alors notre histoire lorsque notre protagoniste intègre finalement l'équipage de son mentor. Seulement quelques instants après, on le voit manger un fruit du démon. Il découvre ses nouveaux pouvoirs, Shanks se pète un câble, pour l'instant rien n'a changé. Mais dans la foulée, le groupe décide de lever les voiles car ils n'ont plus rien à faire à Fushia. Luffy est impatient, tout le monde est au complet, l'aventure peut commencer. Ainsi, le premier gros changement est que notre pirate en herbe n'est pas kidnappé par les brigands. Mais du coup, oui, Shanks ne perd pas son bras. Et même s'il est déjà très fort dans le scénario actuel, il va donc devenir encore plus puissant. Autre différence, et pas des moindres, Leroux ne donne pas son chapeau à Luffy. Effectivement, maintenant qu'il est dans son équipage, il n'a plus aucune raison de le lui confier. Cette scène légendaire n'aurait donc jamais existé. Bref. Ça, tu vois, c'est là où je suis moyen d'accord, parce que juste de par le scénario, la transmission du chapeau, elle est vraiment essentielle. Après, effectivement, qu'il n'aurait pas donné son chapeau dans les mêmes conditions que ce qu'on a vu, mais la transmission du chapeau, elle est tellement importante que s'il le fait pas, bah, ça remet en doute tout One Piece. Pourquoi? Parce que le transfert de la volonté se fait aussi via ce chapeau, via cette espèce de rituel, tu vois. Et s'il lui a pas donné là, il lui aurait donné plus tard, tu vois. Donc, oui, ce serait fait dans d'autres conditions potentiellement, mais cette transmission est obligatoire. Sinon, ça change vraiment tout. Sinon, en fait, c'est Shanks qui va devenir le roi des pirates et qui va être le personnage principal, tu vois. Donc, à voir. Maintenant, le fils de Dragon est mousse sur un navire pirate. Il ne reverra plus son île natale avant très longtemps. Et ça signifie une chose, il ne devient pas le frère d'Ace et de Sabo. Dans la version originale, il les rencontre après que le navire du Roux soit parti. D'ailleurs, je crois bien que c'est le truc qui me rend le plus triste dans cette histoire. Leur complicité était juste magnifique. Mais je vous rassure, en réalité, ils se rencontreront plus tard. En attendant, le nouveau rêve de Luffy est de faire de Shanks le prochain roi des pirates et non pas de le devenir lui-même. Il veut donc être le membre le plus puissant de l'équipage. Ça tombe bien car le capitaine et ses commandants ont tous une maîtrise exceptionnelle du haki qu'ils vont pouvoir lui transmettre. Yasop lui enseigne le haki de l'observation et Ben Beckman celui de l'armement. Notre Moussaillon entraîne aussi son fruit du démon malgré le fait qu'aucun de ses camarades n'en possède. Dans la vraie histoire, il avait bien appris toutes ces techniques sans l'aide de personne. Voyant son incroyable potentiel, le capitaine aux cheveux roux décide finalement de lui enseigner le haki des rois. Et sachant que le sien est développé à un niveau stratosphérique, Luffy a alors le meilleur sensei possible. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est exactement ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que si Luffy avait été sur le navire du Roux, il aurait potentiellement appris beaucoup plus vite, mais par contre, son génie du combat serait pas aussi développé qu'aujourd'hui, parce que je pense que vu qu'il a appris tout en autodidacte, et ben en fait, ça fait de lui quelqu'un qui a une manière d'apprendre beaucoup plus affûtée. Et je pense que ça fait partie des choses qui fait de lui quelqu'un de très très fort pour analyser, comprendre et évoluer dans les combats et en même temps évoluer en général. Comme quand il est face à Kaido et qu'il comprend qu'il est capable de revêtir le haki des rois. Là, s'il était sur le navire du Roux, je pense qu'il serait capable de revêtir le haki des rois parce que Shanks lui a appris, mais il n'aurait pas cet instinct naturel d'apprendre par lui-même, d'analyser, tu vois. Surtout que Luffy, il n'est pas connu pour ses capacités intellectuelles, donc le fait qu'il n'ait pas développé ça tout seul fait de lui malheureusement quelqu'un de potentiellement moins fort d'un côté, mais compensé par le fait que voilà, il a été très bien formé. Mais au-delà du développement physique de notre protagoniste, on doit aussi prendre en compte son évolution mentale. Et oui, il y a une grande différence entre se faire élever par des brigands dans la jungle et grandir auprès de l'équipage de Shanks. Ainsi, durant leur voyage, le capitaine et son second lui transmettent des connaissances très précieuses. Surtout que Ben Beckman est connu pour être l'homme le plus intelligent d'East Blue. La géographie, l'équilibre des puissances, les différentes races qui existent et même l'histoire, incluant le siècle oublié. Tout ce savoir lui est transmis durant leur voyage.
voyage. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que là j'ai l'impression qu'il malheureusement se trompe sur Luffy, parce que voilà, il est incapable d'assimiler une histoire. À partir du moment où l'histoire elle est un peu trop longue, tout ça c'est chaos, c'est mort, tu vois, tout ça c'est mort, parce que Luffy malheureusement il s'intéresse pas du tout à l'histoire, il s'intéresse pas du tout à ça. Il aime bien qu'on lui raconte 2-3 petites aventures intéressantes liées à la piraterie, liées par exemple à son rêve, liées au fait que potentiellement, par exemple des informations cachées sur Roger, bref, c'est des choses qui l'aiment bien. Par contre, tout ce qui est trop pointu, trop profond, voilà, il va s'endormir très très vite. C'est pas quelqu'un qui va s'intéresser à tout ce qui est histoire et tout. Et d'ailleurs, vu que là, les Mugiwara sont pas présents, Robin, etc., et ben en fait, le délire, c'est qu'il va encore moins s'intéresser à tout ce qui est histoire et tout. Parce qu'en fait, s'il s'intéresse à l'histoire, par exemple, c'est parce qu'il sait que Robin, elle est passionnée d'archéologie, passionnée d'histoire. Pareil pour tout ce qui est cartes et tout, il pense à ses amis et il se dit, ah ben tiens, ça va être trop bien parce que Nami pourra regarder. Sauf que là, vu qu'ils sont plus présents, ben, c'est des choses qui vont pas être malheureusement développées. Notre jeune pirate devient alors plus sérieux et un peu moins bête qu'il ne l'était à l'origine. Mais rassurez-vous, il ne perd pas pour autant sa sincérité, sa gentillesse et son sens de la justice qui font de lui un personnage aussi attachant. Bref, grâce à ses camarades, il est un pirate accompli qui allie puissance et intelligence. Et après ces années d'entraînement, sa force est telle que son capitaine décide même de le nommer 3e commandant. À seulement 17 ans, il se tient déjà aux côtés des légendaires Ben Beckman et Yasop. En parlant du sniper de l'équipage, on peut se demander... Honnêtement, ça j'ai du mal à y croire, parce que même si Luffy, il est très très fort, très très puissant, comment c'est l'histoire? Déjà, en étant 3e commandant, je pense pas que ce soit possible, tu vois. Enfin, surtout que comme je vous l'ai dit, il a plus tout ce côté développement, tout ce côté intérêt, donc je trouve que c'est compliqué. Mais après, voilà, c'est des spéculations, c'est que mon avis contre le sien, donc c'est ma vision des choses, donc c'est vraiment quelque chose de personnel. Que devient son fils? Car sachant que Luffy a pris la mer aux côtés de son mentor, il n'a pas eu l'occasion de sauver Usopp et l'île de Syrup. Notre menteur au long nez n'est donc jamais devenu pirate. Essayant de sauver Kaya, il a désespérément combattu contre Kuro. Mais seul, il n'a rien pu faire. Il finit même par perdre la vie face à l'impitoyable chat noir. Désolé de vous le dire, mais les autres Mugiwara que Luffy aurait dû rencontrer sur East Blue n'ont pas connu un meilleur sort. Déjà, Sanji se retrouve seul pour combattre Don Krieg et son armada. Jusqu'au bout, il défend le Baratie avec Zeff et tous les cuisiniers, mais ils sont complètement impuissants, et l'amiral pirate finit par les réduire à néant avec son artillerie. D'un autre côté, Nami est toujours sous l'emprise d'Arlong, et elle n'a pas d'autre choix que de continuer à travailler pour lui. Elle restera enchaînée à son île jusqu'à ce que peut-être Jinbei vienne arrêter l'homme poisson d'East Blue. Chopper, lui, vit avec le docteur Kurea. Il subit la dictature de Wapol qui détruit le royaume de Drum à petit feu. Même Kobe est en mauvaise posture. Il est encore aux ordres d'Alvida, et il ne deviendra donc jamais un grand capitaine de la marine. Le pire reste que Zoro s'est finalement fait exécuter par le colonel Morgan. Rappelez-vous, Hermès, plus promettant de le libérer après 30 jours, voulait en fait le laisser mourir. Et comme Luffy n'est pas passé sur cette île, personne n'a pu le prévenir. Ce qui est pour moi le meilleur duo de One Piece ne verra alors jamais le jour. Bref, la plupart des Mugiwara sont soit morts, soit dans une situation très délicate. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas d'absolument tous les chapeaux de paille. Ceux introduits après Grand Line ont encore une chance de s'en sortir. Avec le temps, notre équipage est devenu extrêmement connu. Le capitaine aux cheveux roux obtient le titre d'empereur et il est considéré comme l'un des pirates les plus dangereux au monde. Au même moment, un certain Portgas G. Ace est devenu le bras gauche de Barbe Blanche et une rivalité se crée entre lui et notre nouveau commandant. Arrive le moment où Shanks se rend visite à Shirohige comme à son habitude, car oui, si vous n'étiez pas au courant, leurs deux équipages se sont affrontés maintes et maintes fois. Ok, donc voilà, je prends cette petite pause pour justement débattre de tout ce qu'il a dit par rapport à l'équipage des Mugiwara. Je vais encore une fois être légèrement pas d'accord, on va dire ça comme ça, parce que tout simplement, il faut prendre quelque chose en compte de manière très sérieuse, c'est tout ce qui est transmission de volonté, mais aussi, il faut bien comprendre que quand on regarde par exemple l'équipage de Roger, et ben l'équipage de Roger, il ressemble étroitement à l'équipage de Luffy. Quand on voit Rayleigh et Gaban encore plus maintenant, on voit énormément le fait qu'ils se ressemblent. Donc ça veut dire qu'ils sont liés parce qu'ils voilà, ils ont partagé l'aventure ensemble, ils ont évolué ensemble et que là, malheureusement, vu que Luffy a décidé de suivre Shanks le Roux, et ben ils n'ont pas pu être liés. Par contre, le problème, c'est que vu qu'ils sont liés par leur volonté, normalement, ils vont être attirés comme des aimants et forcément
forcément se rencontrer un jour ou l'autre dans l'univers de Grand Line. C'est un petit peu le côté destiné. Et ça, c'est très présent dans One Piece. Quand on regarde un petit peu, comme je l'ai déjà dit avec Roger, les répétitions de cycles, faut bien comprendre que si ils se rencontrent pas comme ça a été fait, pour la cohérence de l'œuvre, pour le côté transmission de volonté et pour le côté réincarnation, etc., c'est pour moi presque obligatoire que cet équipage se reforme de cette façon. Après, effectivement, certaines personnes peuvent être remplacées, même si ils ont l'air irremplaçables, mais c'est des choses qu'il faut bel et bien prendre en compte parce que c'est quelque chose qui est obligatoire, tu vois, pour le futur de l'œuvre. Sinon, on peut évidemment spéculer sur le fait que ça change, mais du coup, tout ce qui a été fait avant, c'est-à-dire le siècle oublié, etc., ça, c'est des choses que Luffy rejoigne Shanks ou pas demeurent inchangées étant donné que c'est le passé. Et ben, forcément, si tu prends pas ça en compte, bah évidemment, malheureusement, on n'aura pas les mêmes résultats, tu vois. Et par exemple, on sait pas, tu vois, je spécule, je dis, admettons, je sais pas, Nami c'est une princesse antique, admettons même Nami c'est une arme antique, tu vois. Je sais qu'il y a une théorie qui traîne là-dessus, je suis pas fan de cette théorie, mais admettons c'est vrai. Là, le fait qu'il ait théorisé là-dessus en imaginant la suite, sans prendre en compte que ça c'est possible, et ben, du coup, ça change toute l'histoire. Donc c'est pour ça que, voilà, comme je le dis à chaque fois, là c'est limite des théories sur des théories, donc c'est compliqué d'avoir quelque chose de cohérent, mais vu que nous, sur la chaîne, on a énormément d'informations, voilà, c'est des choses qui, je pense, il faut prendre en compte. Après, je trouve quand même que la vidéo est bien, tu vois, c'est quelque chose que, à première vue, j'aurais compris et que je me serais dit, c'est totalement possible. Mais, voilà, c'est des choses que, voilà, c'est des petites précisions que je suis obligé d'ajouter, étant donné que, fan de One Piece, qui se respecte, je suis obligé de donner les informations. Donc on continue les gars. Le protagoniste profite alors de l'occasion pour défier son rival. Leur combat est impressionnant, fruit du démon, acquis endurance hors norme. Ça se finit en match nul, mais un certain lien d'amitié s'est créé, découvrant qu'ils sont originaires de la même île et qu'ils ont le même grand-père. Vous voyez, peu importe le scénario, Ace et Luffy étaient destinés à se rencontrer. Voilà, bah franchement là je suis très content qu'il passe à ce sujet-là, parce que c'est exactement ce que j'ai dit, côté destiné, etc. Bref, les pirates du Roux passent beaucoup de temps sur Grand Line et par conséquent font face à des ennemis de plus en plus puissants. Le combat contre Loki, les guerres de territoire et surtout l'affrontement contre l'équipage de Kaido. Bah oui, sa rencontre avec son rival n'a pas empêché Ace de partir retrouver Barbe Noire. La guerre de Marineford approche à grands pas. Shanks décide donc d'aller à Wano pour empêcher l'empereur Dragon de se rendre au quartier général de la marine. Lors de cet affrontement légendaire, Luffy bat Jack, le troisième commandant de l'équipage aux 100 bêtes. Et il faut le dire, après tous ces combats, notre protagoniste est passé à un tout autre niveau. Il se rapproche de plus en plus de débloquer le Gear 5 et de finalement prendre la relève de son capitaine. Tout comme Barbe Blanche voulait faire d'Ace le prochain roi des pirates, Shanks pourrait lui aussi passer le flambeau. Mais en attendant, revenons-en à l'exécution du fils de Roger. Déjà, Luffy n'essaye pas de le sauver. Il est juste énervé que son rival subisse un tel sort. Ainsi, notre protagoniste ne tente pas de le libérer et la grande évasion d'Impel Down n'a pas lieu. Ivankov et même Jinbei vont rester emprisonnés sans doute jusqu'à leur mort. En parlant de cette prison, je dois vous rappeler que Baggy, Crocodile ou encore Mr. 3 n'y sont pas détenus. Dans le scénario original, tous ces pirates avaient été capturés après leur défaite contre Luffy. Et comme il ne les a pas rencontrés, ils sont encore tranquilles. En tout cas, la bonne nouvelle c'est que Bonkley est toujours en vie. Bref, sans l'aide des évadés venus d'Impel Down, la défaite de Barbe Blanche est encore plus grande que dans l'histoire originale. Ace est facilement exécuté par la marine, l'homme le plus fort du monde périt et l'équipage est dissous. Une nouvelle ère peut commencer. Luffy n'a pas pris part à la guerre de Marineford de façon directe. Son arc d'entraînement avec Riley et l'ellipse de 2 ans n'ont donc pas lieu. Surtout que notre pirate est déjà suffisamment puissant. Depuis son combat contre Jack, il maîtrise le Gear fort et possède un excellent acquis. Comme on l'a dit tout à l'heure, Luffy n'est pas loin d'éveiller son fruit et de finalement dépasser son mentor. Shanks décide donc de lui parler de Laugh Tale et de son aventure avec Roger. Émerveillé par ce récit, le fils de Dragon veut désormais trouver le One Piece à tout prix. Mais un homme se tient entre lui et son rêve, et ce pirate, c'est Marshall D. Teach. Depuis qu'il a récupéré le fruit de son ancien capitaine, Barbe Noire est devenu l'un des 4 empereurs, comme dans le vrai scénario. Notre protagoniste veut à tout prix le combattre, non seulement pour accéder à la dernière île, mais... Ok, donc petite rectification encore. Vu qu'il a parlé de Marineford, c'est vrai que Luffy, il n'aurait pas participé de manière directe à Marineford, ça c'est une certitude. Par contre, il serait allé à Marineford, étant donné que Shanks y est allé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que connaissant Luffy, connaissant comment il est et la manière dont il a de réagir sans réfléchir, je pense qu'il aurait pu facilement aller échanger 2-3 coups avec Barbe Noire et recréer potentiellement la scène qu'on avait vue à Impel Down quand ils s'échangeaient un coup chacun, mais cette fois-ci à Marineford. Moi c'est quelque chose que j'aurais pu très bien voir et je pense que Luffy aurait gardé ce petit côté je fais ce que je veux, je fais tout. Mais en fait le problème c'est que c'est trop dur de se dire
que Luffy, il y a des choses qui sont vraiment intrinsèquement liées à lui. Juste le fait, comme j'ai déjà dit, de l'imaginer, vraiment juste l'imaginer, obéir à un capitaine, ça me semble difficile, tu vois. En tout cas, grand, tu vois, quand il est grand. Quand il est petit, je veux bien comprendre, tu vois. Mais à un moment, je pense qu'il se serait dit, ouais, je vais devenir capitaine, tu vois. Après, capitaine de flotte, ça peut se faire. C'est vrai que Ace aussi avait ce discours-là. Donc c'est vrai que ça, c'est potentiel. Ça, je veux bien émettre l'éventualité. Donc là, on va continuer. Aussi pour venger son rival. Pour autant, Luffy n'a pas encore le niveau de son ennemi. Le roux lui conseille alors une chose, voyager seul jusqu'à Elbaf, un endroit où il pourra acquérir la force de ses ambitions. Il part alors seul, sur une barque, comme il aurait dû le faire 10 ans plus tôt. Et sur son chemin, il passe par Wano et rencontre Yamato. Notre pirate solitaire lui apprend alors la terrible nouvelle de la mort d'Ace et la fille de Kaido est bouleversée. Après avoir un peu discuté, Luffy lui propose de l'accompagner jusqu'à Elbaf. Et elle accepte à une condition, revenir sur Onigashima pour combattre son père. Notre jeune pirate lui promet. Ils naviguent donc ensemble jusqu'à la Terre des Géants, tous deux contents d'avoir quelqu'un avec qui parler. Une fois arrivés, le scénario est à peu près similaire à celui qu'on connaît. Ils rencontrent Loki, vont voir Gaban pour récupérer la clé et finissent par libérer le prince maudit. Mais cette fois-ci, l'aile... Ok, là, du coup, ça me semble beaucoup plus difficile dans le sens où voir déjà Shanks dire à quelqu'un de son équipage, ouais, vas-y, voyage tout seul, t'inquiète. Ça me semble difficile. Je pense que s'il a dit ça, c'était pour que voilà son scénario se déroule à peu près parallèlement au scénario qu'on connaît, le vrai scénario. Et même pour tout ce qui se passe à Wano, même le fait d'affronter Kaido, tout ça, le fait qu'il est tout seul, le résultat n'aurait pas été le même, tout simplement. Et pour Elbaf, pareil. Elbaf, le fait qu'il puisse venir à Elbaf, voyager comme ça alors que voilà c'est pas l'homme qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire il a pas la même réputation, il est pas lié de la même manière par rapport aux géants. Donc je pense que s'il serait venu à Elbaf, il serait venu via Shanks, tu vois. Je pense qu'il aurait été présenté grâce à Shanks en disant voilà c'est l'homme de l'équipage de Shanks. Je le vois mal y aller tout seul et faire tout ce qui se passe actuellement de manière normale alors qu'il a pas son titre d'empereur, il a pas les mêmes pouvoirs qu'actuellement. Vous comprenez que ça commence à être difficile à ce stade de l'histoire. Gauche de Roger a reçu une mission spéciale d'un certain pirate aux cheveux roux, entraîner Luffy. Gaban aide alors nos deux pirates, y compris Yamato, à devenir plus forts et ce pendant plusieurs mois. Durant tout ce temps, nos deux disciples développent leur acquis de façon phénoménale. Ils progressent à une vitesse folle, si bien que l'entraînement final arrive. Notre pirate préféré va devoir affronter Loki, le géant le plus fort du monde. Le combat est épique et surtout très serré, mais face à la puissance extraordinaire de son adversaire, notre jeune pirate perd la vie. Mais vous vous en doutez, même quand il meurt, il ne s'avoue pas vaincu. Luffy éveille son fruit du démon, exactement comme contre Kaido. C'est ainsi qu'il finit son entraînement, en vainquant le prince maudit d'Elbaf. Il possède le Gear 5 et un acquis surpuissant. Il peut désormais rejoindre Shanks et aller chercher le One Piece. De retour sur le navire de son mentor, Luffy est surpris de voir qu'un nouveau membre a rejoint l'équipage en son absence. Cette personne, c'est Nico Robin. Tout à l'heure, quand on a parlé de Impel Down, vous avez compris que Crocodile et sa clique n'ont pas été arrêtés. Ainsi, Alabasta est tombé sous la domination de Baroque Works. Mais Mister Zero avait ensuite trahi Nico Robin en essayant de la tuer, comme dans l'histoire officielle. Heureusement, elle s'est enfuie et c'est comme ça qu'elle a fini par rencontrer Shanks et son équipage. Bravo, on a enfin un Mugiwara qui reste en vie. En tout cas, nos pirates peuvent désormais... Ok, petite pause. Donc là, pareil, moi c'est une facilité scénaristique parce que voilà, le fait qu'elle arrive, c'est vraiment par chance quoi. Et en plus, le fait que Robin donne sa confiance à Shanks comme ça, je trouve ça impossible. Même contre les révolutionnaires, elle aurait pas donné sa confiance comme ça. Par contre, ce qui est assez intéressant, je pense, c'est qu'elle aurait pu, par contre, rejoindre d'une part les révolutionnaires ou essayer de rejoindre Elbaf pour retrouver potentiellement les livres d'Ohara. Peut-être qu'elle aurait appris, je sais pas, au cours de son voyage, que voilà, les livres auraient été récupérés. Mais en vrai de vrai, je pense qu'elle aurait potentiellement perdu la vie à Alabasta, en vrai de vrai. Parce que voilà, à la fin d'Alabasta, elle est tout simplement dans la crypte après s'être fait poignarder par Crocodile et elle renonce à la vie. Elle dit clairement qu'elle veut plus vivre et c'est Luffy qui l'oblige à vivre et du coup qui la recrute dans l'équipage des Mugiwara. Mais vu que ça s'est pas passé, bah, il faut imaginer que quelqu'un ait pris le relais et qu'elle fait partie d'un autre équipage. Je sais pas, peut-être Ace qui passait par là a décidé de sauver Alabasta, mais voilà. C'est compliqué de la laisser en vie, étant donné ce qu'on sait déjà. Mais c'est des choses qui sont
possible dans ce sens-là. Après là, le fait qu'elle rejoigne l'équipage de Shanks, c'était trop raccourci, frère. On passe de elle fuit d'Alabasta à elle est dans l'équipage de Shanks, donc c'est compliqué. Moi j'aurais plus pensé qu'elle rejoint peut-être Elbaf, qu'elle retrouve Saoro après une vingtaine d'années, ouais. Donc voilà. En mai, décrypter les poneglyphes. Il est l'heure d'aller trouver Loftail. Pour ça, ils doivent récupérer toutes les stèles cubiques, en commençant par les deux empereurs, Kaido et Big Mom. En plus, Luffy a une promesse à tenir à Yamato. Sauf que là, on a vraiment deux niveaux Yonko sur le même navire. Personne ne pourra leur tenir tête. Et c'est ce qui se passe, les pirates du Roux annihilent l'un après l'autre deux des plus puissants équipages au monde. Que ce soit l'Empereur Dragon ou Charlotte Linlin, la défaite est totale. C'est plutôt une bonne nouvelle car le peuple de Wano est sauvé et Momonosuke devient shogun du pays d'Ewa. Luffy a donc tenu sa promesse, mais Yamato décide de rester sur son île natale pour l'explorer. De ce côté-là, on se rapproche vraiment du scénario actuel. Bref, notre équipage est plus près que jamais de découvrir le One Piece. Alors, c'est là où justement il faut bien prendre en compte énormément d'informations. Déjà, n'oublions pas que Shanks, il attendait quelqu'un, tu vois, pour aller à Raftel. Et je pense que c'est parce qu'il était sur l'équipage de Roger et que Roger a dû lui transmettre pas les secrets du One Piece ou les secrets du siècle oublié, mais plutôt lui transmettre quelques informations sur pourquoi il n'a pas réussi sa mission entre guillemets. Et je pense que c'est parce qu'il attendait quelqu'un. Et ce quelqu'un était Luffy. Plus tard, ça on le sait dans la trame principale de l'histoire. Et là, le délire, c'est que pour moi, si Shanks a décidé de se mettre en mouvement, c'est parce qu'il a compris que Luffy avait éveillé sa forme blanche, que Nika était de retour et que Nika, c'est bel et bien l'annonciateur d'une apocalypse en bien ou en mal, en fonction de quelle époque tu parles, tu vois. Si on parle d'à l'ancienne, Nika d'à l'ancienne, c'est tendu parce qu'on sait que ça finit mal. Mais si tu parles de voilà cette époque-là, normalement, le Nika d'aujourd'hui est censé libérer le monde. Donc pour en revenir à l'histoire, de la manière dont c'est raconté, faut bien prendre en compte que le plus important, c'est plus le côté Nika, le côté siècle oublié, histoire, etc., etc. Et pour moi, c'est la seule chose qui va mettre Shanks d'accord. Comme il l'a dit au début, il n'a pas transmis son chapeau, donc tout le cheminement et la construction qui a été faite autour de Nika ne peut plus être valable. C'est pour ça que moi je vous avais dit la transmission du chapeau est très importante. Et en plus de ça, il faut absolument que Shanks lui ait transmis déjà depuis très longtemps. Et pour moi, s'il était dans l'équipage de Shanks, Shanks se serait déjà mis en route parce qu'il savait que dans son équipage, il avait tout simplement la personne qui a mangé le fruit du démon de Nika, la personne à qui il a confié le chapeau, la personne qui est la réincarnation de Roger parce qu'il a prononcé ces mots. Bref, tout ça pour vous dire qu'il fallait obligatoirement que Shanks soit déjà au courant depuis qu'il a intégré Luffy dans son équipage, que tout simplement, il est Nika, il est le libérateur. Donc la construction actuelle, je pense qu'il a décidé de faire ça pour être un petit peu parallèlement situé entre l'histoire réelle et son histoire. Et le but, pour moi, c'est plutôt d'avoir de la cohérence. Et pour avoir de la cohérence, il aurait fallu que Shanks soit déjà au courant de tout ça, qu'il ait déjà prévu tout ça. Donc en gros, quand Shanks a fait le voyage pour la première fois, il aurait déjà récupéré les poneglyphes, il aurait déjà potentiellement saisi sa chance pour pouvoir attaquer certains empereurs s'il en avait l'occasion. Bref, ça pour vous dire, enfin peut-être pas attaquer des empereurs de manière frontale, parce qu'on sait que Shanks c'est plutôt un pacifiste, mais plutôt récupérer les raids poneglyphes quand il en avait l'occasion. Tu vois, comme par exemple quand Shanks a défendu Barbe Blanche contre Kaido. Pour moi, là déjà, ça aurait été le premier affrontement de Luffy contre Kaido parce que voilà, leurs deux équipages se sont rencontrés. Et à ce moment-là, potentiellement qu'il aurait pu saisir sa chance de récupérer les poneglyphes, même si ça m'étonnerait parce que voilà, Shanks après, un jour après, il était déjà à Marineford à l'autre bout du monde. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça, c'est des choses qu'il faut absolument prendre en compte et on n'aurait pas pu avoir la même histoire qu'actuellement, tout simplement. On aurait tout simplement commencé la recherche des poneglyphes, etc. bien plus tôt, étant donné que voilà, Shanks avait Luffy sous son aile et il savait que tout simplement l'éveil de Nika ferait en sorte de libérer le monde. Donc voilà, ça pour vous dire que c'est des choses qui, pour moi, se seraient passées bien avant. On peut s'en douter, ça ne va pas être aussi simple, car oui, il reste Barbe Noire. Mais pour ce qui est de la suite des événements, ça devient très compliqué à prévoir. Teach pourrait tuer Shanks, Luffy le vengerait et deviendrait le roi des pirates, sinon le navire du Roux pourrait juste aller trouver le One Piece, vu la supériorité de leur équipage. Mais avec en plus le gouvernement mondial qui commence à s'agiter, la fin de One Piece est complètement imprévisible. Et ce n'est pas mon but de vous donner une histoire qui n'aurait aucune raison valable d'arriver. En tout cas, c'est certain, le bilan est catastrophique. La quasi-totalité des Mugiwara sont morts, des catastrophes sans précédent ont lieu. On voit bien à quel point, sans Luffy, le monde de One Piece serait différent. Je crois qu'on peut même lui dire merci.
Ok, juste avant qu'on passe à l'analyse, le petit like, parce que voilà, il mérite. C'était quand même une bonne vidéo, moi j'ai bien kiffé. Bah, malgré les petites rectifications que j'ai apportées, c'est des choses que je me sens obligé de le faire parce que je suis tout simplement un amoureux de One Piece, un amoureux du manga. Mais voilà, si jamais vous avez kiffé, je trouve que voilà, ça pourrait être sympathique d'aller regarder ce qu'il fait. Il s'appelle Lockdown, c'est Valko qui me l'a montré. Et en vrai de vrai, c'est tout simplement la première fois que je vois une de ses vidéos, donc voilà, GG à lui et let's go pour la petite analyse. Donc voilà les gars, on va faire très vite parce que voilà, tout ce que j'ai dit, je l'ai dit pendant la vidéo. Mais en gros, pour moi, Shanks a arrêté Loki à Elbaf il y a 6 ans. Il y a 6 ans, les gars. Donc ça veut dire que, voilà, tout ce qui est Kaido, machin chose, tout ça, ça arrive bien après. Donc voilà. Et en plus, Luffy, ça veut dire qu'il l'aurait pas libéré parce que Luffy aurait pris connaissance tout simplement du pouvoir de Loki. Il aurait su que Loki, c'est une mauvaise personne. Donc la finalité veut que cette partie de l'histoire ne peut pas être possible parce que voilà, Luffy, là, il a compris dans le chapitre qu'il pouvait pas le libérer. Sauf que dans l'histoire où il a rejoint l'équipage de Shanks, il y a 6 ans, tout simplement, Luffy a assisté à la scène où Shanks se bat contre Loki, tout simplement pour l'arrêter. Il y a 6 ans, Luffy était déjà à Elbaf avec Shanks quand il s'agissait d'arrêter Loki. Donc à aucun moment il aurait décidé d'aller tout seul là-bas faire les mêmes choses alors qu'il n'a pas besoin. Il n'a vraiment pas besoin. Donc dans tous les cas, tout ça, ça semble vraiment, vraiment, vraiment difficile. Moi je pense plutôt qu'à partir de ses 17 ans, Luffy il aurait formé son équipage et il aurait fait tout seul, comme Shanks lui-même. Bon, c'était pas les mêmes tranches d'âge, mais c'est comme ça qu'évoluent tout simplement les équipages, comme Big Mom, comme Kaido, comme Shiki, comme tout ce que vous voulez en fait. Même à la fin, tiens, je vais essayer de finir un petit peu. Pour moi, ce serait différent dans le sens où il serait parti déjà beaucoup plus tôt à la recherche du One Piece parce que Shanks aurait eu énormément d'informations. Il faut bien comprendre aussi que Luffy, il a aussi un lien avec les armes antiques. Et les armes antiques sont essentielles à la fin du manga, on l'a vu avec le message de Vegapunk. Donc ça, c'est des informations aussi qu'il faut garder en tête. Et il aurait fallu obligatoirement que Luffy se noue d'amitié avec la princesse sirène, avec Momonosuke, Zuneisha, etc. Même si on ne sait pas vraiment ce qu'est l'arme Pluton située à Wano. Et plus tard, se nouer d'amitié avec Loki, etc., etc. Quand on voit la fresque, on voit un petit peu les combats qu'il y a. Donc ça, c'est des choses qui sont obligatoires à la fin du manga. C'est-à-dire qu'on aurait eu King, on aurait eu tout simplement tous les liens avec, que ce soit les Tontata, que ce soit avec toutes les races qu'on a vues, c'est des choses qui sont obligées de se passer parce que la fin du One Piece, la fresque, etc., la répétition de cycle, comme je l'ai déjà dit. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pas omettre, qui sont obligatoires. Tu vois. Et même si Luffy aurait choisi une autre trajectoire, le fait qu'il ait mangé le Gomu Gomu fait que sa destinée est déjà tracée et déjà obligatoire. À part si on part dans un délire de c'est pas le bon cycle, il va mourir à la fin et on va devoir attendre encore 800 ans pour que ça se réalise. Donc voilà, c'est des petits détails, c'est des petites choses qui pour moi sont assez sympathiques. Mais voilà, si on plonge vraiment dans les détails, dans la minutie du manga, effectivement on peut toujours trouver des choses pour essayer d'aller le plus en profondeur possible. Pour la fin, obligatoirement, Grande Guerre, etc., etc., Raftel, tout ça, étant donné que, tout simplement, Shanks et Luffy étaient côte à côte, la recherche des poneglyphes se serait fait plus tôt, les informations auraient circulé beaucoup plus rapidement, et par contre, il aurait fallu quelqu'un capable de lire les poneglyphes dans l'équipage de Shanks obligatoirement parce que c'est un petit peu la chose qui pêche entre guillemets. Donc potentiellement qu'il aurait tout simplement demandé à Gaban ou à Rayleigh de lui donner les informations, même si en vrai Gaban c'était le navigateur donc c'est lui qui a les infos, il n'aurait pas eu besoin de traduction du traducteur. C'est d'ailleurs peut-être ça qui va se passer dans la suite du manga, hein. Peut-être que Shanks va faire appel à Gaban parce que si on regarde bien, Luffy à Robin, Barbe Noire à Pudding, donc Shanks, s'il veut pouvoir lire les poneglyphes, il faut qu'il ait quelqu'un, et je pense que Gaban ferait l'affaire. Et Gaban ne sait pas lire les poneglyphes, mais il connaît les coordonnées, donc c'est tout pareil. Donc voilà, c'est des choses qui, pour moi, auraient été obligatoires. Pour en revenir à ce qu'il disait, les Mugiwara, c'est exactement comme je vous disais, répétition de cycle, destin, etc. Les Mugiwara, étant donné leur ressemblance avec l'équipage de Roger, auraient d'une certaine manière été obligés de rejoindre, peut-être, je sais pas, la flotte de Shanks commandée par Luffy, parce que c'est la répétition, tu vois, du fait que l'équipage de Roger ressemble à l'équipage de Luffy, ou Luffy aurait tout simplement quitté l'équipage de Shanks beaucoup plus tôt, ou quelque chose se serait passé, Shanks se serait fait battre par Barbe Noire, donc il aurait repris tout simplement le flambeau. Et il y a le côté aussi alliance pour la grande guerre de fin du manga. Luffy aurait dû libérer tout simplement énormément d'îles, peut-être pas les mêmes, mais je pense que aussi dans le sens où Roger a vraiment visité exactement les mêmes îles que Luffy. Donc je pense sincèrement qu'il y a des choses qui sont
obligé de se passer malgré les choix que Luffy aurait fait. Le fait qu'il ait mangé tout simplement le fruit du démon l'oblige à faire des choses obligatoirement parce que voilà, c'est le côté réincarnation, c'est le côté destin, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Donc voilà, pour sa vidéo, gros GG à lui. Effectivement, c'est compliqué d'imaginer quelque chose et de donner toutes les informations. Je pourrais vraiment vous parler des heures sur chaque petit détail qu'on pourrait ajouter et contredire parce que voilà, le monde de One Piece est quasiment infini. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir quelque chose de parfait. Même moi, je pense que dans tout ce que je vous ai dit ce soir, il y aura forcément une ou deux informations qu'on pourrait remettre en doute parce que voilà, il y a une petite information à un moment donné dans le manga qui malheureusement fait en sorte que ce serait difficilement possible. Mais bref, tout ça pour vous dire que moi j'ai kiffé. N'hésitez pas à aller le follow, à aller regarder un petit peu ce qu'il fait. On refera d'autres reacts. On a l'habitude de faire les personnes les plus connues, mais voilà, des personnes un peu moins connues qui proposent du contenu différent. Je trouve ça intéressant, donc on fera potentiellement des choses la même direction. Donc voilà, ça c'était pour le côté React. Pour les gars qui regardent la rediff pour la team YouTube tout simplement, n'hésitez pas à rejoindre la team, n'hésitez pas à follow, liker, commenter, n'hésitez pas à venir sur le Discord parce que voilà, c'est là-bas où on fait tout ce qui est théorie, tout ce qui est salon dédié à l'information dans One Piece. Si jamais vous cherchez des informations type Actu One Piece, SBS, mini-aventure, tout ce que vous voulez, vous le trouvez là-bas. Si vous voulez regarder les Kai, si vous voulez regarder l'animé, les épisodes, tous les liens sont disponibles là-bas. N'hésitez pas à chercher, il y a plein de salons. Il y a même des salons réservés au gaming, si jamais voilà, vous voulez trouver des mates. Bref, là-bas, c'est là-bas qu'on se rejoint, c'est là-bas qu'on discute. Si vous avez besoin de me demander quoi que ce soit, n'hésitez pas à y aller. Il y a même des salons dédiés aux théories, si vous voulez poster vos théories. Si vous voulez même que je réagisse à des vidéos comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui, pareil, il y a un salon dédié, vous me mettez le lien, j'irai regarder si c'est pertinent, j'analyserai. Et de toute façon, j'analyse tout ce qui se passe. Juste, je ne sais pas si je l'analyserai dans une semaine ou dans 3 mois. Ça, c'est des choses qui... C'est la variante, en fait, qu'il y a entre les deux choses. Donc voilà. Sinon, vous avez le Twitter pour avoir les informations en première fraîcheur, en direct. Là-bas, il y a vraiment tout. Que ce soit actu, spoil, etc. C'est là-bas où on essaye de faire les choses le plus rapidement possible. Et pour terminer, je dirais qu'il y a les souscriptions, que ce soit sur YouTube, sur Twitch. Voilà, si jamais vous voulez sub, n'hésitez pas les gars. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les GOAT. Et grâce à vous, on essaie d'avancer un petit peu et de proposer du contenu qui pour moi est plutôt sympathique. Si vous voulez juste soutenir la chaîne, mais non financièrement, il y a évidemment tout ce qui est commentaire, like, follow pour l'algorithme et le référencement, je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est quelque chose qui pour moi est le plus pertinent et ce qui aide le plus la chaîne. Donc voilà, j'ai fait le tour pour la petite auto-promo, la petite outro, et du coup, merci beaucoup, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on se retrouve très très vite.